Je ne vais pas résumer la carrière de Philippe parce que je vous assure que c'est absolument... Enfin, c'est médecin. Et j'ai vu que tu es en politique donc depuis 89. Et peut-être qu'il y aura une question, c'est est-ce qu'il y a un baby blues en 2007? Je sais que tu m'en as parlé, j'avais été très ému de ce que tu m'avais dit, le changement, le basculement de la vie politique à président d'United. Je pense que c'est une expérience absolument incroyable. Je lirai simplement, et j'ai pris des bonnes sources, c'est donc le livre de Philippe, La solidarité sauvera le monde. Chaque jour, excusez-moi, un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie que l'on sait prévenir ou guérir, pneumonie, tuberculose, paludisme, sida ou diarrhée. 6 secondes ont passé qu'un autre est mort de faim. Chaque jour, 5000 encore seront morts faute d'accès à une eau potable. Chaque année, 500 000 femmes meurent des complications d'une grossesse ou d'un accouchement. Voilà pour placer le débat ce soir. C'est-à-dire ce soir, on va parler de la pauvreté, de la très très grande pauvreté et de l'action de l'United et aussi des nouveaux modes de financement de cette solidarité que Philippe a mis en place et qui vraiment doit être une réflexion très profonde pour nous. Philippe, merci du fond du cœur d'être ici ce soir. Tu es chez toi ici. Merci et bonjour à tous. Pour moi, c'est extraordinaire de venir plancher dans un amphi comme celui-là qui veut dire beaucoup de choses. Je suis cardiologue et donc c'est un temple. Merci d'être là, mais je suis très gêné parce que je pense que j'ai affaire à des gens qui connaissent ce sujet mieux que moi. Donc il y aura des questions et des réponses, je pense, après, et on va passer à ça. Parce que je suis un peu gêné. La chaîne de l'espoir, Alain, tu es là. Tu nous as appris tout ça. C'est toi qui nous as donné ces premiers enseignements sur l'ouverture, le respect à tous ceux qui sont les plus pauvres du monde. Et donc je suis un peu gêné de venir plancher ici devant vous. Et toi, Eric, tu continues avec énormément d'humilité. Tu as de grands maîtres autour de toi. Je vois le professeur Gentilini, je ne vais pas tous les saluer. Je viens donc avec beaucoup d'humilité ici. Simplement, moi, je ne vais pas parler vraiment technique. J'ai eu une extrême chance dans la vie. C'est que je suis né à Lourdes. Ensuite, je suis allé à Toulouse et je suis devenu médecin à Toulouse. Donc, médecin de province à Toulouse. Et la vie m'a donné plein de cadeaux, puisque j'ai eu l'extrême chance de devenir ministre des Affaires étrangères d'un homme qui m'a fait confiance, qui est Jacques Chirac. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, est extérieur, parce que ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses que je voudrais aussi restituer, tout ça avec un père qui, lorsque j'avais 8 ou 9 ou 10 ans, que M. Gentilini connaissait bien, nous a appris à aller porter du charbon aux plus pauvres à Toulouse, dans les quartiers les plus épouvantables, où il y avait des taudis à l'époque. Et donc j'ai été élevé dans cette ambiance, je dirais, d'aide aux plus pauvres. Je pense que politiquement, le premier sujet du monde aujourd'hui, c'est qu'il y a 1 milliard de personnes qui gagnent moins de $1 par jour. Et que 4 autres milliards gagnent 4 autres milliards d'êtres humains gagnent moins de 6-7 $ par jour. Ça veut dire que grosso modo 5 milliards sur 7 ont presque rien. 1 n'a vraiment rien et 5 n'ont presque rien. Quand je dis rien, c'est qu'ils n'ont pas les biens publics mondiaux, c'est-à-dire pas d'eau potable, pas d'accès à la santé, pas d'accès à l'éducation, pas d'accès à l'assainissement. Comme vous le savez, il n'y a que 33% des extrêmes pauvres qui ont droit aux toilettes. Nous, chez nous, c'est 99%, bien sûr. Et vous connaissez mieux que moi les conséquences sanitaires de cela. Et puis, la moitié d'entre eux, c'est-à-dire 600 millions à peu près,
500 à 600 millions n'ont pas droit à la nourriture. Bon. Alors, on peut, pour des raisons morales et pour des raisons éthiques, mon cher Alain ou cher Marc Gentilini ou Eric, on peut, du Courbotin que je vois ici, on peut dire, bon, c'est pas acceptable. Très bien. Très bien. Mais il y a des gens qui ne le pensent pas. Très bien. Il y a des gens qui pensent que sur le plan humanitaire, c'est pas acceptable. C'est vrai aussi. Mais moi, je vais vous dire que c'est sur le plan politique que c'est très dangereux. Parce que je pense qu'il faut faire un peu de politique. C'est le sujet numéro 1, politique internationale. La bombe atomique, disait Lula, l'ancien président brésilien, n'est pas en Corée du Nord. Elle n'est pas en Iran. La bombe atomique, c'est la faim dans le monde, c'est l'extrême pauvreté. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Il y a eu une étude de la NASA récemment qui, je vous conseille sa lecture, c'était dans le point.fr, il y a 15 jours, où ils ont montré que tous les 1500 ou 2000 ans, il y a une énorme explosion humaine parce que les injustices sont inacceptables. Elles deviennent tellement folles, les injustices, qu'elles sont inacceptables par les plus pauvres. Quand vous vous rendez compte que 5 milliards d'un côté, et on va dire 1 milliard simplement de l'autre, parce que l'autre, on ne sait pas encore, 5, 1, ça c'est pas possible. Donc premier message, sur le plan politique, si on n'est pas trop idiot, il faudrait peut-être un peu réfléchir à notre égoïsme. Le deuxième message, c'est que cet outil-là est un outil qui est à la fois extraordinaire, mais évidemment extrêmement dangereux dans ce que je viens de dire, parce que pour la première fois de l'histoire, ces femmes que tu vois souvent, Eric, qui ont 29 ans, qui ont 5 enfants, qui en ont 3 qui meurent de diarrhée, de pneumonie ou de tuberculose, vont s'apercevoir bientôt que ce sont les seules femmes au monde qui meurent, dont les enfants meurent de ça. Elles sont persuadées aujourd'hui, Inch'Allah, que voilà, les femmes ont des enfants qui meurent. Elles vont s'apercevoir très vite que ce sont les seuls dont les enfants meurent. Et il y a, parce que nous sommes médecins, nous le savons mieux que personne, il y a un sentiment qui est pire que tous les autres sentiments, qui est, je dirais, on l'a dans notre noyau dur. C'est le sentiment d'humiliation. Il ne faut jamais humilier quelqu'un, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, parce que derrière, on le paie très très cher. Or, je pense qu'il y a 1 milliard de gens, bientôt, qui vont se sentir désespérés, très en colère et humiliés. Et je pense que c'est un ressort qui peut être très dangereux. Lorsque je regarde où sont ces êtres humains qui gagnent moins de $1 par jour, ils sont tous dans l'Afrique subsaharienne, ils sont tous dans l'Asie du Sud. Et qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont à l'œuvre pour manipuler ces gens. Et que, après tout, c'est l'histoire de l'humanité, ce ne sera pas les premiers à le faire. Même au XXe siècle, il y a eu cela avec des courants politiques, idéologiques. Mais là, c'est peut-être religieux, je ne le sais pas, mais au nom d'un courant politique, au nom de Dieu, au nom de je ne sais quoi, je pense qu'on se prépare d'ici 2030, 2040, 2050 à un sujet majeur. Donc c'est ça, mon premier message global, politique. Le deuxième message, c'est que j'ai eu l'extrême chance qu'on ne veuille plus de moi en politique à un moment donné. Parce qu'il a fallu que je revienne dans ce que j'avais en moi, c'est-à-dire une sorte de vérité, quoi. Moi, je suis universitaire, j'étais devenu une caricature d'un politique, c'est-à-dire que je me levais le matin, je demandais à mon équipe combien d'émissions je vais faire aujourd'hui, avant de savoir ce que je vais y dire. Mais je voulais dire, quoi, je ne fais pas TF1 aujourd'hui, mais c'est pas possible. Bon. Et, parce que de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas que c'est n'est pas arrivé. Il y a Paul qui est là, Paul Naon connaît mieux que personne ce métier. D'ailleurs, les journalistes sont un peu comme ça aussi. Et donc, voilà. Et donc, je me suis retrouvé sans rien, enfin sans rien, avec tout ce que je viens de dire, c'est scandaleux. Mais, je veux dire, voilà, sans avoir l'apparat du pouvoir.
Et j'ai eu aussi l'extrême chance, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, d'être dans un avion. De toute façon, le ministre des Affaires étrangères est toujours dans l'avion. Mais un jour, j'étais dans l'avion avec deux présidents qui m'ont marqué, l'un qui était le président Chirac, l'autre qui était le président Lula, dont j'ai déjà parlé. Et ces deux me disent, si tu veux faire de la politique demain, le mieux que tu as à faire, c'est d'inventer les nouveaux financements de lutte contre l'extrême pauvreté. Et ça m'a beaucoup marqué, parce qu'ensuite, nous avons très rapidement cherché comment on pouvait faire. Ils ajoutaient, de toute façon, les impôts des Français, les impôts des Allemands, les impôts des Britanniques ne pourront pas continuer comme ça à monter éternellement. Et d'ailleurs, la crise de 2008 arrivait, et je vois bien qu'aujourd'hui, il me paraît très difficile de demander à un député grec, un député italien, un député espagnol, un député français ou un député américain d'augmenter l'aide publique au développement, d'augmenter les impôts pour aider les gens les plus pauvres. Regardez comment les gens ont voté dimanche dernier. Vous voyez vite que de toute façon, il y a un repliement sur soi qui est là. Et d'ailleurs, nous avons des pauvres, nous aussi, chez nous. Même si ce n'est pas au même niveau. Et donc, comment faire? Vous avez un effet ciseau. Vous avez des besoins qui explosent et vous avez des recettes qui diminuent. Dans le contexte politique que je viens de décrire. Donc, là, on a un sujet qui est majeur. Vous allez me dire, mais attendez, la globalisation, la mondialisation, avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, la croissance de l'Afrique, la croissance de ceci, la croissance de l'Inde, le nombre de pauvres va baisser. Et ça, c'est ce qu'on a cru au début des années 90. On s'est dit, la mondialisation, il n'y a rien de mieux pour sortir de la pauvreté que, évidemment, l'économie. C'est évident. Moi, d'ailleurs, je suis contre l'assistanat, personnellement, économique. Je suis contre. Donc, je vais y revenir. Et c'est vrai que vous avez beaucoup moins de pauvres en Inde, vous avez beaucoup moins de pauvres au Brésil, au Chili, au Mexique, en Afrique du Sud. Heureusement. Mais si vous prenez le milliard qui gagne moins d'$1, ceux-là, ce sont les seuls qui font des enfants dans le monde. Beaucoup d'enfants. 4 en moyenne. Et donc, aujourd'hui, le nombre de très très pauvres augmente. Donc le problème, c'est que les besoins explosent en termes de pauvreté, en termes de changement climatique. Il y a d'ailleurs une liaison entre les pauvres et le changement climatique, et une diminution des recettes. Deuxième message. Troisième, il faut donc créer des financements. Alors c'est pour ça que je suis invité à venir, mais je voulais quand même camper le décor, parce que sinon on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc on ne peut pas augmenter les impôts, enfin je ne crois pas plus en tout cas. Et on a eu une idée, on s'est dit qu'il y avait des activités économiques dans le monde qui avaient énormément bénéficié de la mondialisation. Il y a des activités économiques qui ont beaucoup bénéficié de la mondialisation. Regardez ça. Il n'y avait pas, à l'Inde, d'accord, quand nous avions 30 ans, personne n'avait un téléphone portable. Aujourd'hui, il y a plus de téléphone portable que d'êtres humains sur la planète. Il n'y avait pas Internet. Je ne parle pas du tourisme et de l'avion. Et je ne parle pas des transactions financières où les algorithmes mathématiques, les progrès des mathématiciens font que là où on passait 1000 commandes de transactions par minute, on en passe maintenant 20 000. Donc, le téléphone mobile, le tourisme avec l'avion, le téléphone portable, l'Internet, et donc les transactions financières et les ressources extractives. Pétrole, mines et gaz. Tout ça a énormément bénéficié de la mondialisation. C'est normal. Bon. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est très, très, très important, puisque si vous prenez les transactions financières,
vous avez la Société Générale ce matin, ou le Crédit Lyonnais, ou la Lloyds, ou je ne sais pas laquelle banque aux États-Unis, qui a acheté pour 3 milliards, entre 10h et midi, ils ont acheté pour 3 milliards d'euros. À midi, ils revendent. Ils rachètent 4 milliards de yens. Ils revendent. Ils achètent du rouble et ils achètent je ne sais pas quoi. Là, ils ont gagné à peu près chacun 150 millions de dollars dans la journée. Tout ça est net d'impôts. Zéro. Zéro. Lorsque Twitter et Facebook se font, Facebook, c'est un type qui a 28 ans, qui est parti d'un truc qui est rien, il y a 10 ans, qui est à 64 milliards de dollars. Impôt, 1, je crois, 1%. Google, 2,4%, maître du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un monde dans lequel les extrêmes riches, les activités économiques majeures, ne reversent pas un petit peu aux pauvres? Je ne suis pas je ne suis pas un socialo-communiste, c'est pas ça. C'est que je dis qu'on est fou, on est devenu fou. Par l'instant, Renault paie 33% d'impôts, Ford paye des impôts, Volkswagen paie des impôts, mais ces gens-là, les nouvelles activités économiques, ne paient pas d'impôts. On s'est dit qu'on allait commencer par l'avion. On s'est dit que quelqu'un qui prend un billet d'avion peut très bien payer 1 euro de plus ou 1 dollar de plus. Le président Chirac et le président Lula l'ont fait dans leur pays, nous l'avons fait en 2006. Il fallait du courage pour le faire. Mais 1 euro, personne ne sait combien vaut un billet d'avion à 1 euro près. Parce que d'abord, ça change tous les jours. Ça dépend du jour où vous l'achetez, ça dépend du prix du pétrole, ça dépend de la compagnie, ça dépend, etc. Donc 1 euro, personne ne sait. Tout le monde ici nous a donné 1 euro en prenant un billet d'avion. Merci. La révolution, et d'ailleurs Bercy ne s'en est toujours pas remis, et m'en veut toujours, c'est que cet euro, vous le payez, il va à l'Agence française de développement, uniquement pour être positionné là, et par décret, il part à United. Nous avons créé une organisation qui s'appelle United pour cet euro de billet d'avion. Donc voyez bien, vous donnez l'euro, et il se retrouve tout de suite à United. Il ne rentre pas dans les caisses de l'État. Les députés ne discutent pas de cet euro. Ce qui est très important. Parce que si vous voulez faire du développement, vous le savez comme moi, il faut du temps. Et il faut être à l'abri de quelqu'un qui coupe les choses. Donc nous avons inventé, le Chili fait pareil, le Brésil fait pareil, la Côte d'Ivoire fait pareil, le Mali fait pareil, Madagascar fait pareil, l'île Maurice, etc. La Corée du Sud fait pareil. Donc c'est 1 euro qui part dans une boîte multilatérale internationale. Nous avons donc créé l'ébauche de la première taxe mondiale de solidarité. En effet, si vous regardez les 20 dernières années, vous avez la mondialisation de l'économie qui s'est faite. Par qui? Elle s'est faite par des hommes d'affaires. Quelqu'un qui va produire cette bouteille de Vittel ne peut pas penser un instant que c'est uniquement pour la France aujourd'hui. Il va essayer de la fourguer partout. Parce que les hommes d'affaires sont globaux. La deuxième mondialisation que l'on a connue, c'est la mondialisation de la communication. Pourquoi? Parce que c'est les businessmen qui l'ont faite. Mais on n'a pas connu la mondialisation de la solidarité. Parce que la solidarité ne dépend pas des hommes d'affaires. La solidarité dépend des hommes politiques. Et les hommes politiques, croyez-moi, c'est le job le plus dur au monde. Parce que vous en prenez plein la tête toute la journée, et tous les 5 ans, vous revenez à la moulinette. Donc tous les 5 ans, il faut recommencer. Donc si vous êtes maire de Lourdes, vous vous occupez de Lourdes. Si vous êtes maire de Toulouse, vous vous occupez de Toulouse. Si vous êtes président de la France, vous vous occupez de la France. Et président des États-Unis, des États-Unis. Vous pouvez faire un très très beau discours à l'ONU, mais vite vous revenez, parce que vous avez le Canard enchaîné, ou le Figaro, ou le Monde, ça dépend, à tour de rôle, qui vous allume. Et donc vous revenez chaque fois, et c'est très dur. Donc vous ne vous occupez pas du milliard de types aujourd'hui qui sont sans rien. En fait, on ne s'en occupe pas vraiment. C'est pour ça que la démarche de Chirac et de Lula était très intéressante et visionnaire. Quoi qu'on en pense après sur la politique intérieure, on ne parle pas de ça là, on parle de la vision à long terme.
Parce que si on ne trouve pas un système qui nous permette de manière indolore, parce que je répète que 1 euro par billet d'avion, c'est indolore. Personne ne peut le savoir, ce n'est même pas le prix d'un café. Pour ceux qui peuvent prendre un billet d'avion, c'est indolore. Eh bien, si on ne monte pas ce genre de choses, demain, il y aura un drame planétaire. Et donc nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec 14 pays. Je vais essayer d'être le plus court possible. Nous avons quand même récolté 2,5 milliards de dollars en 6 ans. 2,5 milliards de dollars en 6 ans. Et nous avons, parce que je suis médecin, on s'est demandé, Lula voulait qu'on fasse un truc contre la faim. Nous, avec Chirac, on a pensé que c'était plutôt contre le sida, tuberculose, paludisme, l'objectif 6 du millénaire, et on a foncé sur l'objectif 6. Sida, tuberculose, palu. Bien, premier élément, on s'aperçoit d'un truc, c'est que le capitalisme dans lequel nous vivons, il est très bien pour diminuer le nombre de pauvres au Brésil, au Mexique, au Chili, etc., parce que c'est le capitalisme qui permet à quelqu'un de s'en sortir. Mais lorsque la personne n'a rien, comment fait-on? Donc je suis contre l'assistanat sur le plan économique, parce que je préfère apprendre à pêcher un poisson plutôt que de donner du poisson tous les jours, mais je suis pour l'assistanat, pour les biens publics mondiaux. Donner de quoi manger, s'il n'y a rien du tout. Donner des médicaments, s'il n'y en a pas. Donner des cours dans une école. Donner de l'eau potable. Donner des toilettes. Et ça a de l'argent. C'est hors marché. Le marché ne permet pas ça. Et c'est ça le miracle que l'on a eu, c'est que si vous prenez un exemple que vous connaissez tous très bien, c'est qu'il n'y a pas d'enfants, par exemple, atteints de sida dans les pays riches. Ça n'existe pas. Il y en a 5-6 par an en France. Pourquoi? Parce que les femmes enceintes qui ont le sida, qui sont remplies de virus, sont traitées par trithérapie et l'enfant, le nouveau-né, n'est pas infecté. On a découvert récemment pourquoi, parce qu'au début on ne comprenait pas pourquoi. Et donc ce n'est pas que la charge virale soit basse, ça n'existe pas, il n'y a pas de virus, alors que le sang était le même. Et donc, si vous êtes maintenant un grand laboratoire pharmaceutique, que vous vendez des antirétroviraux contre le sida pour les adultes, un jour vous dites, mais tu ne vends pas pour les enfants? Non, je ne vais pas faire des médicaments pour les enfants, puisqu'il n'y a pas d'enfants atteints de sida, donc je n'ai pas de marché. Ça c'est vrai. Mais vous oubliez qu'il y en a 1100 par jour qui naissent dans les pays pauvres. Comment peut-on traiter 1100? Alors on dit, mais les laboratoires pharmaceutiques sont vraiment dégueulasses. Non. Les laboratoires pharmaceutiques, c'est des boîtes privées, comme les autres. Je veux dire, voilà, même si ce n'est pas un sujet comme les autres, je veux dire, c'est des gens qui ont des actionnaires, etc. Donc, non, c'est les hommes politiques qui sont en cause. C'est nous, tous, qui acceptons ça. On accepte ça, on accepte que des enfants ne soient pas soignés. Donc nous, avec l'argent de la taxe, c'est-à-dire un argent hors marché, nous avons décidé de développer les formes pédiatriques des médicaments contre le sida. Puis ensuite, on a fait un appel d'offres, et c'est aujourd'hui les laboratoires CIPLA, des laboratoires indiens, qui produisent ces médicaments-là. Eh bien, il y a 2 ans, 8 enfants sur 10 qui étaient soignés contre le sida dans le monde étaient soignés grâce à United. Grâce à votre euro par billet d'avion. Donc je veux dire par là que nous avons fait la preuve que les financements innovants, parce qu'il s'agit de financements innovants, ces financements innovants pour le développement, c'est quelque chose de concret. Alors, pareil pour le paludisme. Aujourd'hui, nous avons financé 350 millions de traitements contre le paludisme. Nous ne sommes pas sur le terrain. C'est pour ça que personne ici ne nous connaît. Parce qu'on m'a demandé si je voulais être sur le terrain. Avec des 4x4 United, des t-shirts United, des casquettes United. J'ai dit non. Il y a déjà trop de monde sur le terrain. C'est très bien, il y a des gens extraordinaires, des ONG exceptionnelles sur le terrain. Je ne vais pas en faire une de plus. Par contre, ce qui manque, c'est l'argent. Donc nous avons organisé United, qui s'appelle Tous Unis pour aider. Nous avons 16 experts de santé mondiale, de santé publique, parmi les meilleurs dans le monde, de toutes les nationalités. Nous nous sommes mis à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons un étage à Genève. Nous sommes donc abrités par les Nations Unies.
Et nous avons des milliers de programmes qui nous demandent leur financement tous les ans. Et nous avons décidé de ne financer que 3 ou 4 programmes par an, grand maximum. Ce sont des financements de 30, de 50, de 100 millions. Et nous passons par des partenaires. C'est comme ça que Médecins sans frontières est un de nos partenaires sur ce qu'on appelle point of care, sur sur la charge virale pour le sida. Nous avons aujourd'hui toutes les femmes enceintes qui sont traitées contre le sida par les trithérapies, c'est l'UNICEF. Donc nous sommes un très grand financeur de l'UNICEF. Nous sommes un très grand financeur de l'Organisation mondiale de la santé, de la Fondation Clinton, de Stop TB, enfin bon, peu importe. Nous sommes des partenaires très respectés. Nous les contrôlons, ces partenaires, bien évidemment, régulièrement, et nous faisons des audits. Nous sommes nous-mêmes audités par les Nations Unies, parce que ce n'est pas parce que le Parlement français ne nous regarde pas, nous ne sommes pas audités. Nous avons même eu la Cour des comptes qui nous a audités, et qui a fait un très bon bilan. Tout ça pour vous dire, deuxième donc, chose importante, ça marche. 1 euro par billet d'avion, ça marche. Mais il n'y a que 14 pays. Et c'est ça le drame. On aimerait en avoir un 15e. Je crois qu'on va l'avoir la semaine prochaine, c'est le Maroc. Et puis il y a le Premier ministre du Japon. Les Japonais est le 2e pays au monde en nombre de billets d'avion. Il y a les États-Unis, puis le Japon. Le président de la République a fait une lettre au Premier ministre Abe pour qu'il vienne dans United. Moi-même, ça fait 5 ans que je travaille sur ça, et je pense que le Japon va pouvoir rentrer dans United, ce qui ferait 130 millions de dollars par an de plus, ce qui serait considérable. Ça, c'est pour les taxes et les billets d'avion. Nous avons d'autres idées. J'ai convaincu Nicolas Sarkozy, en 2011, de mettre en place une microscopique taxe sur les transactions financières. 0,1% par transaction, par action et par obligation, et 0,01 par ce qu'on appelle les produits dérivés. C'est uniquement des produits spéculatifs. Il l'a fait, à la Sarkozy, c'est-à-dire il a dit oui. En mars, ça a été voté au Parlement. Quand François Hollande est arrivé, il a multiplié par 2, c'est 0,2. Alors, tous les financiers du monde nous expliquent qu'on les tue. Et je leur réponds la chose suivante. Nous n'avons pu convaincre Nicolas Sarkozy que parce que nous sommes aperçus que Margaret Thatcher, qui n'était pas quand même très à gauche, en 1984, a mis en place la première taxe sur les transactions financières, 0,5%. Et ce qui permet à Osborne, qui est aujourd'hui le chancelier de l'Échiquier, d'avoir 5 milliards de livres sterling par an. Donc 0,5. Et la City est restée la City. Est restée la plus grande place du monde avec Wall Street. Donc ça n'a pas fait de mal à la City. Il n'y a aucune raison que 0,2 fasse du mal. Bref, nous avançons, nous avançons, nous avançons. Et nous avons maintenant 11 pays européens qui ont décidé de mettre en place la taxe sur les transactions financières. La France, c'est le premier pays qui l'a fait. J'ai vu l'autre jour la chancelière Angela Merkel et son ministre des Finances, Schäuble, que je connaissais quand je faisais de la politique, c'était au même parti que lui, démocrate chrétien, et ils vont mettre la taxe sur les transactions financières. La question qui est posée, c'est que, il y a 10 ans, lorsque nous tous, c'était notre combat, taxe sur les transactions financières, Eric, tout le monde nous disait, écoutez, vous êtes très gentil, vous êtes cardiologue, vous n'êtes pas économiste, c'est impossible. Dégagez. Bon, d'accord, si vous le dites, c'est vrai que je ne suis pas économiste. Les mêmes, depuis 3 ans, nous disent c'est formidable comme idée, on va mettre enfin en place la taxe de transaction financière. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on l'a demandé pour les pauvres, et maintenant, ils s'aperçoivent que c'est pour leur budget. Et donc, Bercy, l'autre jour, a dit nous gardons la taxe de transaction financière. Schäuble, en Allemagne, dit moi, on va la mettre en place, mais c'est pour le budget de l'État. Et même le président de la commission des finances républicain que j'ai rencontré à Washington l'autre jour me dit moi, je suis aussi de plus en plus pour la taxe de transaction financière. Je dis pardon, mais il me dit mais c'est pour l'État. Donc notre combat aujourd'hui n'est plus de savoir si il faut faire une taxe de transaction financière, on va tous la faire.
Tout le monde entier va la faire. La question, c'est est-ce qu'on peut en donner un tout petit peu aux pauvres? Et ce gouvernement socialiste, j'ai dit à François Hollande, écoute, franchement, si vous ne le donnez pas vous, alors on ne voit pas comment on va faire. Eh bien, j'ai pu extirper, après m'être prosterné, 15%. Mais c'est déjà bien. Et ça, c'est historique, et je voudrais remercier le président pour ça. Parce que 15% de la taxe transaction financière de la France, ça veut dire que pour une fois, il y a un pays qui a accepté l'idée qu'une petite partie de sa taxe de transaction financière allait aller aux pauvres. Et ça peut faire un précédent extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous nous battons pour que 15 à 20%, on n'est plus dans les idées de 100%, 15 à 20%. Enfin, je vous signale quand même que 15 à 20%, si vraiment le monde entier le fait, il n'y aura plus de pauvres dans le monde. J'ai trouvé 3 ou 4 chefs d'État africains qui n'ont pas toujours une bonne image, on va dire. Les hommes politiques, que je connais bien, puisque j'en ai été un ou j'en suis un, je ne sais pas, marchent à deux choses. Ils marchent à l'image qu'ils ont, qu'ils veulent avoir, et au pouvoir. Bon, en Afrique, souvent, ils ont le pouvoir, on va dire que... Mais par contre, l'image, c'est pas toujours bonne. Et moi, j'ai dit, en bon chrétien, que j'étais pour la rédemption. C'est-à-dire, si ils donnent 2 ou 3 cents par baril, cents de dollars par baril de pétrole, je trouve que ça serait formidable. Et que j'applaudirais, et que je ferais applaudir tous les chefs d'État occidentaux, et c'est en train de marcher. Et je pense qu'une des grandes avenues demain, ce sera de prendre 2 ou 3 cents de dollars par baril de pétrole pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas de biens publics mondiaux à les avoir. Nous commençons par 2 ou 3 pays. Je vais passer les 6 prochains mois de ma vie à aller rencontrer les chefs d'État les uns après les autres. Parce qu'après tout, le sous-sol appartient autant aux pauvres qu'aux riches. Donc nous sommes des êtres humains, nous sommes sur la planète, nous devons la partager. Si des gens exploitent les ressources pétrolières, je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement pour quelques happy-few et pas pour tout le monde. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Je vois que tu regardes ta montre. Je termine... Non, je termine par un truc. Les financements innovants, c'est, comme on dit en anglais, innovative funding, c'est-à-dire on prend de l'argent, ou alors innovative spending, comment on le dépense. Et ça, je voudrais terminer là-dessus, parce que je l'ai dit l'autre jour lorsque Bill Gates est venu à Paris, on n'est pas toujours d'accord avec lui sur ce sujet-là. Si demain, un grand chercheur dans le monde fait une très grande découverte dans le domaine du sida, par exemple, c'est extraordinaire. Au bout de 6, 7, 8 ans d'essais cliniques, ce sera dans les pharmacies. Et nous, nos familles, on va aller voir le médecin qui va nous faire une ordonnance, 10 minutes après on sera à la pharmacie, on prendra ce médicament, ça sera remboursé à 100%, et c'est formidable, on ne s'en rendra même pas compte d'ailleurs. Maintenant, si une autre personne a la même maladie, le sida, à Bamako ou à Addis Abeba, il faudra qu'il attende 20 ans, je dis bien 20 ans, pour qu'il ait ce médicament. Parce que les brevets de ce nouveau médicament sont protégés par les plus grands avocats, les plus durs au monde. C'est leur métier. Ça, vous voyez, ce n'est pas la faute des laboratoires pharmaceutiques, c'est la faute des hommes politiques. Nous avons accepté ça. J'ai un père qui a travaillé pendant 40 ans dans le domaine du cholestérol et des lipides à l'INSERM. C'était un chercheur fondamentaliste. Et il a cherché toute sa vie. Je suis persuadé qu'il y a pas mal de labos qui ont dû profiter de ses recherches dans des PNAS, ça fait des énormes revues où il a publié. Et puis, lui, il n'a pas cherché pour 1 milliard de personnes. Il a cherché pour 7 milliards. Et tous les chercheurs du monde cherchent pour 7 milliards. Mais le système dans lequel on est fait que ça aboutit à 1 milliard. Et ça ne va pas. Et donc, quand j'ai eu donc ce problème, cette chute d'activité,
j'ai eu l'occasion de me promener et de prendre rendez-vous avec des patrons de laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis. Comme vous le savez, ils sont essentiellement aux États-Unis. Et, enfin, il y en a un en France avec Aventis, mais sinon, c'est les États-Unis et le Japon. Et je leur ai dit, vous savez, et plus le patron de Médecins sans frontières qui m'explique que, comme nous avons fait des accords entre l'Inde et l'Union européenne, demandant à l'Inde de ne plus copier rien du tout. Pour que l'Inde rentre à l'OMC, on a demandé à l'Inde de ne rien copier. On a oublié de dire sauf médicaments. Or, 90% des médicaments dans les pays du Sud sont des génériques. Et 90% des génériques sont indiens. Donc il m'a dit, si tu continues comme ça, je suis très content d'avoir signé ça à l'époque, c'était moi en plus qui l'avais signé, enfin pour la France. Mais tu ne te rends pas compte que dans 2020-2025, il y aura 100-200 millions de morts parce qu'il n'y aura plus de générique. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le patent pool. Qu'est-ce que c'est que le patent pool? Patent, c'est le brevet. Et donc, c'est la communauté de brevets. Qu'est-ce que la communauté de brevets? C'est de dire à un laboratoire pharmaceutique, et je terminerai par là, votre brevet, vous l'avez trouvé, c'est la propriété intellectuelle, vous la gardez, c'est sacré. Mais nous, à United, on va permettre de créer une licence entre votre entreprise, avec votre brevet, et des génériqueurs, pour fabriquer ce médicament à 98% moins cher, uniquement dans les pays pauvres. Les pays pauvres, de toute façon, ne sont pas des marchés pour vous. Donc vous ne perdez rien, vous ne gagnez rien. Mais nous, on va permettre ça. Au début, ils m'ont considéré comme un fou furieux. Et puis, j'ai écrit un article dans un grand journal américain, à New York, et j'ai eu l'énorme chance d'avoir le président Obama qui a lu cet article et qui m'a envoyé le directeur général de la santé de la Maison-Blanche qui a téléphoné et qui m'a convoqué à la Maison-Blanche. Et j'ai passé 2h30 dans le bâtiment administratif à Washington, à côté de la Maison-Blanche, à expliquer ce qu'était le patent pool. Et 2 jours après, d'ailleurs c'est toujours encore dans le website de la Maison-Blanche, il y a une déclaration du président et de son vice-président, Joe Biden, en disant « Je suis totalement derrière l'idée du patent pool, c'est génial, c'est formidable, United ». Et nous avons signé la première communauté de brevets avec Bristol, le 10 juillet 2010. Puis maintenant, nous venons de signer Pfizer, Glaxo, Bristol, donc c'est fait, Merck, pardon, et j'espère en signer d'autres. C'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les pauvres et les riches vont avoir les mêmes médicaments au même moment sur le sida. Et c'est ça aussi, parce que si on devait le payer, ça, il nous faudrait des milliards. Mais on change les règles du jeu, ça ne coûte plus rien. Donc je pense que c'est un vrai sujet dont on pourrait parler un jour pour d'autres sujets. Merci. Philippe, d'abord merci, c'est passionnant, ça ouvre tellement de champs nouveaux pour nous qui sommes sur des modes de financement classiques et combien difficiles et douloureux. Et peut-être qu'Antoine pourrait nous dire un mot là-dessus. Moi, je voudrais te poser une question, et on en avait déjà discuté ensemble. Pour moi, je voudrais te dire pourquoi tu t'es mis sous ombrelle de l'OMS, qui n'est pas connue pour son côté réformiste, et quelque part, tu dois devenir, si tu ne l'es pas encore, t'inquiète pas, ça va venir, tu vas être le poil à gratter de cette organisation. Je me souviens d'un topo que tu nous as fait, Marc, et tu avais, avec ton langage fleuri, tu nous avais parlé un peu de l'OMS. Moi, si tu veux, au niveau de la gouvernance d'United, je dirais, entre guillemets, quelque part, tu me fais peur. Tu me fais peur, et pourquoi tu n'as pas d'emblée dit « je vais faire », alors je ne dis pas une ONG, parce que ça fait franco-français, mais une organisation internationale, avec tu aurais pris des Norvégiens, des Américains, des Africains, etc., des Indonésiens, et parce que lorsque tu seras plus, mais tu le seras encore très longtemps, mais à partir du moment où tu touches
à la finance, quand tu vas toucher au baril de pétrole et autres, il y a un moment où ça va coincer. Et est-ce que tu ne risques pas de perdre ta liberté? D'abord, j'ai pris l'OMS parce que l'OMS, c'est une remarquable maison. Une maison, c'est une des rares agences onusiennes qui marche aussi bien. Elle donne les règles, les normes. Et c'est pas facile de donner les normes pour le monde entier. Donc l'OMS, si nous n'avions pas l'OMS, nous serions très 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 ennuyés dans le monde. Il y a une grosse bureaucratie, c'est vrai. Ça devrait marcher mieux, certainement. Mais Dieu merci, il y a l'OMS, qui est décriée évidemment, mais qui est une très très bonne, premièrement. Deuxièmement, quand j'ai créé United avec des gouvernements. Mais ne croyez pas qu'un gouvernement va les signer avec une ONG. Ne crois pas qu'une taxe votée en loi de finances dans un pays va partir dans une ONG. Ça n'arrivera jamais. Il faudra un traité public signé entre les pays et une grande organisation reconnue par les pays, c'est-à-dire l'ONU. Donc tu ne peux pas créer, tu peux créer Médecins sans frontières, ça c'est autre chose. Tu peux créer Médecins du monde, c'est autre chose. Mais tu as remarqué que le gouvernement français n'est pas dedans. D'ailleurs, c'est justement une organisation non gouvernementale. Ce que nous sommes en train de créer, nous, c'est justement une nouvelle gouvernance du monde. Parce que, qui est autour de la table, et je te remercie beaucoup parce que je l'ai oublié, qui est autour de la table d'United? Le président de la République française, son représentant bien sûr, le Premier ministre britannique, le Premier ministre norvégien, la présidente brésilienne, le président chilien, la présidente chilienne, pardon, maintenant, le Premier ministre de Corée du Sud, Premier ministre espagnol, président de l'Union africaine. Point. Ça, c'est le côté public. Mais à côté, il y a l'ONU, d'accord? Et à côté, il y a Bill Gates Foundation, donc c'est plus du public là, c'est du privé. Et à côté, il y a les ONG et les communautés de malades. Ça veut dire qu'il y a 2 votes pour la société civile et un seul vote, par exemple, pour la France, qui donne la moitié du budget. Et c'est ça, à mon avis, la future gouvernance mondiale. La future gouvernance mondiale, c'est une partie publique majoritaire avec des gouvernements, c'est quand même normal, ce sont des gouvernements qui représentent les peuples. Et ensuite, il y a des fondations privées et la société civile. Et c'est ça, à mon avis, que je développe comme idée majeure, c'est que nous devons quand même améliorer la gouvernance mondiale, parce que l'ONU, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les grands sommets, sur le changement climatique, par exemple? Tous les chefs d'État sont dans une pièce, parfait entre eux, ils préparent leur conférence de presse, et toutes les ONG sont dans la rue avec des pancartes. Tous les politiques sont affreux. Et c'est très facile pour les uns comme pour les autres. C'est trop facile pour les ONG qui restent uniquement en train de dire « nous, on estime que les politiques sont nuls », et c'est trop facile pour les hommes politiques qui disent « oh, écoutez, laissez-les vociférer dans la rue, ah ». Et c'est pas ça, la gouvernance mondiale demain. La gouvernance mondiale, c'est de mettre ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et alors là, c'était amusant, parce que j'avais au début ACT UP. J'avais Khalil El-Ouardigi à la table. Et alors, on commence à discuter sur les... et il dit, moi, je ne voterai jamais ça. Ah, je dis, très bien. Donc, si tu ne votes pas ça, ben voilà, on ne vote pas, puisqu'on vote à l'unanimité. Ah, il dit, non, non, je ne veux pas voter, mais je veux quand même que l'argent aille au programme. Ah, je dis, non, c'est trop facile, ça. Non, non, si tu ne votes pas, dis pourquoi tu ne votes pas, quels sont les amendements que tu demandes. Et il a dit, mais je demande ça, ça et ça. Et on a passé la nuit entière. La France a dit oui, les États-Unis, pas les États-Unis, pardon, le Royaume-Uni a dit oui, et on a fini par voter. Et résultat, je pense que c'est très important de mouiller les ONG. C'est trop facile sinon. Donc, pour répondre à ta question, l'OMS, pour moi, c'est important parce que c'est de la crédibilité vis-à-vis des gouvernements. Je ne me vois pas en train de demander à un gouvernement de me donner 150 millions de dollars si je ne suis pas, tu vois,
il ne faut pas que ça aille dans une caisse comme ça, comme une ONG. Il faut que ce soit les Nations Unies. Il n'y a pas de scandale aux Nations Unies. Enfin, c'est très très rare. L'OMS n'a jamais eu un scandale. Bon. Il n'y a pas eu de corruption à l'OMS. Vous avez évoqué la mémoire de votre père, pour lequel j'avais beaucoup de respect et d'affection. Et quand vous avez changé d'orientation, il m'a dit « Ah, je suis très content, Philippe est sorti de ta politique quotidienne, et maintenant il est à l'ONU, il s'occupe de choses beaucoup plus importantes. C'est une grande joie pour moi. » Je constate ce soir que s'il était dans l'auditoire, il aurait constaté que vous êtes resté quand même en politique, mais sous une autre forme, réinventée, et que j'approuve tout à fait. Quelques questions simples, pratiques. Vous avez dit tout à l'heure que vous distribuez les médicaments. C'est vrai. Mais la distribution des médicaments n'aboutit pas forcément à la thérapeutique des malades. Il y a toute une série de travers, de difficultés, et vous les connaissez bien. Quels sont les regards que vous avez actuellement sur ces malfaçons dans la distribution des médicaments jusqu'aux malades? Est-ce que ça s'arrête au ministère de la Santé que vous pourvoyez en médicaments, ou bien est-ce que vous vous assurez que ça va bien aux malades? Deuxième question, les difficultés dont se plaignent tous ceux qui ont accès au questionnaire d'United pour avoir accès à de l'argent, les difficultés à remplir toutes les cases de ce questionnaire. Je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi c'est aussi compliqué qu'à l'AFD et aussi compliqué qu'à l'Union européenne. Et puis troisièmement, je voudrais vous demander si vous allez vous attaquer au problème des faux médicaments. À la Fondation Chirac, je suis chargé de ce thème. On fait ce qu'on peut, il n'y a pas d'argent, vous le savez, mais les faux médicaments, c'est très important parce que quand on croit distribuer de bons médicaments, de temps en temps, à cause de tout ce qui survient dans les ministères de certaines nations, on aboutit à distribuer de faux médicaments. Merci. Merci, monsieur. Non, mais sur la politique, d'abord, mon père ne serait pas content parce que je suis en train de me poser la question, parce que je m'aperçois que tout ce que je viens de dire là, c'est très bien, mais si ce n'est pas défendu à l'Assemblée nationale ou au Sénat, c'est bien gentil, mais on n'est pas dedans. Donc il faut à un moment donné que il faut réfléchir aussi. La politique, c'est aussi là où ça se passe. Et donc être à l'ONU, c'est très très bien, mais en même temps, je m'aperçois que si on n'avait pas eu ce poste de ministre des Affaires étrangères, ou si le président n'avait pas été président de la République, on n'aurait pas monté United. Et donc la politique, voilà, je suis en train de me poser des questions sur ça. Deuxièmement, sur le système de... Alors oui, évidemment, moi, monsieur, ce que j'ai voulu montrer, c'était que les financements innovants venant de la taxe sur les billets d'avion, petite taxe sur les billets d'avion, pouvaient être efficaces, que l'on pouvait avoir de l'argent et qu'on pouvait en distribuer à des grands partenaires. C'est tout ce que, modestement, j'ai voulu. Alors, ce n'est que 320 millions de dollars par an, c'est beaucoup, mais en fait, c'est rien. Et vous vous posez une question qui est différente, vous dites, mais est-ce que vraiment... D'abord, premièrement, les systèmes de santé sont beaucoup plus importants que la manière dont on va... Enfin, acheter des médicaments, c'est bien, les systèmes de santé, c'est beaucoup mieux. Donc mon rêve, c'est que nous puissions, demain, avec la taxe sur les transactions financières, par exemple, ou avec la taxe sur les barils de pétrole, pouvoir financer, dans 4 ou 5 pays pilotes, un système de santé de très haut niveau, je m'entends, basique, de façon à ce qu'il puisse y avoir des infirmiers, qu'il puisse y avoir des médecins, qu'il puisse y avoir des dispensaires pour permettre la santé publique. Parce que c'est quand même ça qui, in fine, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui avez créé vous-même des hôpitaux en brousse. Deuxièmement, nous, on ne donne pas au ministère de la Santé, on n'a jamais donné un seul médicament à un ministre de la Santé, à un ministère de la Santé, un seul euro à un homme politique, à un gouvernement.
nous passons par des partenaires. Ça peut être l'UNICEF, la Fondation Clinton, l'OMS, etc. Qui ensuite, eux, ont leur système pour arriver... Bon, et nous contrôlons, en effet, nous contrôlons si ces systèmes marchent bien. Et nous avons eu, en effet, dans certains pays, 25 ou 30% de très mauvais résultats, enfin, de résultats qui fait que les médicaments n'arrivent pas chez le malade. 30%, c'est beaucoup. Et nous avons immédiatement corrigé ça. Il y a une évaluation à 5 ans qui a été faite sur United, qui est plutôt bonne actuellement, mais qui mérite d'être améliorée. Sur les complications des formulaires pour United, je dois dire que c'est en effet la bureaucratie. Là, c'est inconvénient d'être aux Nations Unies, en effet. Mais en même temps, tout le monde est logé à la même enseigne. Et, in fine, quand même, Médecins sans frontières ou Esther ou d'autres, ils sont bien arrivés, puisque nous avons quand même donné récemment de l'argent à Esther, de l'argent à Médecins sans frontières. Mais c'est vrai que l'on pourrait peut-être, nous venons de discuter avec la Croix-Rouge tout à l'heure avant de venir, pour savoir comment, maison que vous connaissez bien, comment on pourrait justement réussir à avoir un très grand partenaire français, monter un partenaire français, et qui puisse prendre l'argent d'Unité, du Fonds mondial, etc., avec drapeau français. Ça serait évidemment très important, encore faut-il le faire. Et enfin, sur les faux médicaments, ça c'est un sujet dont nous ne nous occupons pas, mais c'est un sujet effrayant, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Ce n'est pas notre sujet, parce que nous, on s'occupe avec des partenaires de donner les bons médicaments aux malades. Mais je reconnais que c'est effrayant. Enfin, ce que je sais, c'est que Pierre Fabre, le regretté Pierre Fabre, que nous connaissions tous les deux, s'était occupé de ça à un moment donné et m'avait dit, on met les pieds là quelque part qui est terrible. Et toutes les mafias du monde qui gagnent des milliards, et là c'est vraiment du lourd, quoi. C'est vraiment très 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 dangereux. C'est pas parce que c'est dangereux qu'on s'en occupe pas, mais on est dans la mafia la plus terrible au monde, comme celle des armes, celle de la drogue. J'ai connu quelqu'un, je crois qu'il s'appelait le docteur Chang, il y a au moins 25 ans, et il était dans les associations Terre des Hommes, puis Enfance et Partage. Nous, comme on avait un labo, mon mari et moi, on avait donné des colorants. Il était au Nord Kivu et il avait fait planter des champs de soja, et tout ce qui était médicaments et graines et soja, il le donnait contre un petit travail. C'est-à-dire que les gars allaient, le papa d'un enfant malade par exemple, allait construire une partie du silo de soja ou une partie de la route. Voilà, c'était l'idée. Et je ne sais pas où il est maintenant, mais je trouve que c'est une bonne idée pour des ONG, parce que vous dites que c'est plus difficile de distribuer. Et puis de ne pas qu'ils ne soient pas complètement assistés aussi. C'est évident que le système ou du microcrédit ou du système de la microéconomie comme ça est le bon système. Et d'ailleurs, je pense que si nous réussissions notre pari de faire des financements innovants avec plusieurs milliards par an, et non pas non plus quelques centaines de millions, nous devrions, d'ailleurs je travaille beaucoup avec Mohamed Younous là-dessus, nous pourrions donner ces financements innovants à des grandes organisations de microcrédit qui pourraient à leur tour sortir beaucoup de gens de l'extrême pauvreté. Mais je profite de votre remarque pour dire qu'il y a un dernier aspect du système, c'est le système économique. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux ou le cercle vertueux. Si un enfant, comme ceux que vous soignez à Kaboul, qui pèse 25 kilos, je sais pas, à l'âge de 15 ans ou 12 ans, et qui donc va mourir, qui ne va pas à l'école, si on lui donne les conditions sanitaires sérieuses et bonnes, si on lui donne un bon instituteur, s'il apprend un métier, s'il devient ou CAP de, je sais pas, menuisier, ou journaliste, ou infirmier, ou peu importe, le pays va passer immédiatement de 4% à 10%.
Et donc, à 10% au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on fait? On achète des savons, des fers à repasser, des vélos, des vélomoteurs, des voitures. Et qui construit ça? Il n'y a pas que les Chinois, hein, eux aussi ont construit ça. Et donc, notre propre croissance passera par ces nouveaux consommateurs. Donc, je crois que, malheureusement, on ne fait pas ce genre de discussion. On n'a pas ce genre de discussion à la télévision française, télévision européenne en général. Lorsque je dis qu'on a trouvé le patent pool, la comité de brevet, sur le dolutrégravir, la dernière Rolls-Royce antirétrovirale du sida, et qu'on va pouvoir le donner dans le monde entier. En réalité, on sauve, au moment où on dit ça, on sauve 10 millions de personnes. Ça fait quelque chose quand même de sauver 10 millions de personnes. Bon. J'ai dit ça l'autre jour dans une soirée où vous étiez, où il y avait la plupart des grands rédacteurs en chef français. Il n'y a pas eu une ligne. C'est un problème grave. Parce que là, on est dans une situation gravissime sur notre propre système. Il n'y a que la petite phrase. Il n'y a que l'absence. Les hommes politiques ne sont vus qu'à l'aune de leur propre petite ambition personnelle. Alors qu'il y a dans la politique des choses magnifiques. La politique, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses. C'est un des deux. J'ai connu les deux d'ailleurs. Mais ne voyons pas que la pire. Alors que tous les jours, on ne montre que la pire. Et ça, je veux dire, c'est vraiment un message aussi très, 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 très important, vous qui avez connu des hommes politiques. Deux questions, ici et ici. Oui, je voudrais revenir au thème de ce soir, qui est la solidarité sauvera le monde. Et en fait, moi, je m'attendais plus à une analyse dynamique des phénomènes, c'est-à-dire que, est-ce que malgré tout, malgré l'espoir que vous suscitez avec ces initiatives, ce n'est pas des arbres qui cachent la forêt? Est-ce que c'est l'égoïsme qui progresse plus vite que la solidarité, ou la solidarité qui progresse plus vite que l'égoïsme? Alors aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui va beaucoup plus vite que la solidarité, puisque le système du capitalisme financier en tant que tel est contraire à la solidarité. Le capitalisme social, moi je fais partie de ceux qui pensent à l'économie sociale de marché. C'est pour ça que je fais de la politique. Je pense que c'est très bon qu'il y ait une entreprise qui se crée, une start-up, 3 types, 4 types, 5 types, et puis s'ils gagnent 3 millions, tant mieux pour eux. Je veux dire, c'est pas mon problème. C'est que j'aime bien que la compagnie puisse créer de la richesse. La richesse, ça crée des salaires ça crée de la consommation, et tout va bien. Le capitalisme financier, ça n'a rien à voir. Le capitalisme financier, c'est des gens qui spéculent et qui gagnent rien, qui font rien gagner à personne, sauf à eux. Donc je pense en effet que l'égoïsme va beaucoup plus vite que la solidarité. C'est une course contre la montre. Cette idée-là, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, cette idée-là est une idée majeure, me semble-t-il, comme autant que le microcrédit. Le financement innovant, c'est une idée majeure autant que le microcrédit. J'espère simplement que, grâce à vous tous, on aura l'occasion peut-être de gagner la partie avant que les financiers purs ne la gagnent. Je pense que vous n'avez pas de financement pour l'éducation. Or, c'est vraisemblablement là une des choses les plus importantes. Oui. Est-ce que ces populations pauvres sont encore trop pauvres pour pouvoir avoir la moindre éducation? Ou est-ce qu'il faut attendre qu'ils soient déjà un peu développés pour continuer de les éduquer? Non, vous avez... L'autre problème, c'est que l'arrivée de l'éducation va être, pour ces populations-là, très pauvres, le détonateur. En réalité, vous avez tout à fait raison. Il faut faire ça sur tous les objectifs du millénaire. L'éducation, l'assainissement, l'eau potable, la nourriture et le changement climatique. Nous l'avons prouvé, nous, sur sida, tuberculose, paludisme, qui est un tout petit laboratoire. Mais vous avez 1000 fois raison. D'ailleurs, le sujet des 2 cents ou des 3 cents par baril de pétrole, nous voulons le faire sur l'éducation. Là où on a un problème avec l'éducation, c'est que un enfant qui reçoit un médicament contre le sida, c'est concret. Ou il le reçoit ou il ne le reçoit pas. Je peux le compter. C'est oui ou non. Qu'est-ce qu'un enfant instruit? C'est-à-dire que
c'est que toute la difficulté va être dans... c'est un chantier monumental à côté. Aller dire on va faire de l'éducation dans un pays, dans un continent comme l'Afrique, vous avez mille fois raison, sans éducation, c'est encore plus important, je pense, que la santé. Enfin, je veux dire, c'est aussi important que la santé, l'éducation. La question, c'est très, très, très difficile, parce que si je vais dans un plateau de télévision parler de santé, vous en savez quelque chose tous les deux, il y a quand même une émotion. Si je parle d'éducation, il n'y en a pas. Et donc, et d'autre part, qu'est-ce que c'est qu'un enfant éduqué? Donc, vous avez tout à fait raison, il y a de grands types qui travaillent là-dessus. On a créé le Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose, paludisme. Aujourd'hui, il y a le Fonds mondial pour l'éducation. Mais je vous donne un exemple pour terminer. Vous avez une femme exceptionnelle qui a 35 ans, 36 maintenant, qui est professeure au MIT et au Collège de France, qui est une Française, et même une des conseillères d'Obama maintenant, sur le problème de l'éducation, et qui raconte une histoire très intéressante dans son livre. Elle dit que tout est, ce que disait monsieur tout à l'heure, Gentilini, tout ça c'est bien beau, ce que je dis, c'est des grandes actions, c'est des grandes visions politiques, enfin, c'est le plus important de tout, c'est celui qui est sur le terrain et qui donne le médicament, ou c'est celui qui enseigne. Bon, je suis tout à fait conscient, et j'ai d'ailleurs beaucoup d'humilité vis-à-vis de ces gens-là. Mais elle disait quelque chose d'incroyable, elle est allée regarder, elle, sur le terrain. Elle s'est aperçue d'une chose incroyable. Sur un pays donné, on s'aperçoit que les enfants sont très mauvais résultats sur l'alphabétisation. Et on dit, c'est très simple, il y a 100 enfants par classe. Alors on dit, on se met d'accord avec le président de la République, et on multiplie par 2 le nombre de professeurs. Et au bout de 3 ans, pareil. Alors on va voir sur le terrain, et on s'aperçoit que les professeurs avaient été très contents de voir arriver du renfort, mais il dit, mais moi je travaille lundi, mercredi, vendredi. Et les classes étaient toujours à 100. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'on ne se rend pas compte. Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut faire de très grands discours, enfin c'est vous qui êtes sur le terrain et vous soignez les enfants, les gens sur le terrain, vous le savez mieux que moi. Donc il faut faire attention aux grandes idées aussi, et il faut être sur le terrain. Mais sur l'enseignement, je vous remercie de l'avoir dit. Juste une question, puis je crois que Claude a une question et il finira par ça. Philippe, je voulais te poser une question et je sais que tu es soucieux de ce problème. Je crois que la France est le premier contributeur d'United à hauteur de 110 millions. Est-ce que tu n'as pas peur que, compte tenu de la crise, et on sait également que le fundraising privé fond comme neige au soleil compte tenu de la crise, que les budgets sont dans une phase de rétrécissement et que la France dise on met déjà 110 millions sur United, c'est considérable, et qu'une des spécificités françaises qui est l'école de médecine française, l'école de chirurgie française qui et tu as connu toute cette époque de la coopération où il y avait ces norias de médecins, de chirurgiens, de vétérinaires qui allaient dans tous ces pays. Et donc, il reste quelques ONG qui continuent à faire quelques hôpitaux, de la formation et autres. Mais on s'aperçoit que les budgets sont de plus en plus difficiles à trouver. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un risque qu'il y ait une sorte de bonne conscience, je dirais, de la République française et de l'AFD, qui parfois complexifie terriblement la venue des fonds, en disant on donne déjà 110 millions et peut-être plus lorsqu'il y aura les transactions financières ou autres, et on ne peut pas tout faire. Et que cette spécificité française, qui est quand même très importante à noter, que tu as connue dans différents postes et plusieurs fois comme ministre de la Santé, et tu sais la force de frappe qu'a la médecine française, est-ce que tu n'as pas peur qu'elle soit impactée? Et je passerai la question à Claude qui sûrement... Ça, c'est une question majeure. Alors,
tu l'as posée avec beaucoup de diplomatie, mais les députés français, un jour, ils m'ont fait passer le message méchamment. En gros, c'était, vous êtes très gentil de cette Blazy, mais enfin, vous avez créé United, c'est très bien, on donne 110 millions, très bien. Alors on regarde maintenant qui bénéficie de United. La Fondation Clinton, UNICEF, États-Unis, l'OMS, ONU, et nous. Et moi, il faut bien être clair sur cette affaire. Le monde a changé. Les relations bilatérales que nous avons connues jusqu'à maintenant sont amenées de toute façon à diminuer. C'est comme ça. C'est vrai de tous les pays du monde. Par contre, les grands fonds multilatéraux, comme le Fonds mondial, comme la United, eux vont être amenés à grossir. Par contre, ce qu'il nous faut à nous, c'est avoir l'outil français qui pique l'argent de tout ça. C'est comme ça, avec l'argent des autres, on aura un drapeau français, et c'est nous qui irons donner le médicament dans la bouche des autres. Oui, c'est ça qu'il faut créer. Je l'ai dit au président Sarkozy, je l'ai dit au président Hollande l'autre jour, je dis la question maintenant, c'est plus de savoir si on va faire du multilatéral ou du bilatéral, nous faisons tous du multilatéral. La question, c'est de savoir si nous pouvons, quand on a, comme le disait le professeur Gentilini tout à l'heure, un formulaire très compliqué, très bien, d'accord, et on se met tous ensemble, hein, les Français, voilà, on va faire une très très belle offre. Moi je suis prêt à donner une partie de l'argent de la taxe sur les billets d'avion pour créer cet outil français, qui sera un des meilleurs du monde, et qui ira prendre non seulement les 110 millions des Français, mais plus aussi des autres. Pareil pour le Fonds mondial. Et on ne verra plus que nous, parce qu'on aura compris ça. C'est ça qu'il faut que nous fassions, et on ne l'a pas fait. Il nous manque, on avait cette discussion tout à l'heure, il nous manque l'outil. Moi, je préférerais vraiment le donner à une fondation française, bien faite, qu'à la fondation Clinton. Hein. Je veux dire, franchement, je le dis très franchement. Mais simplement, nous ne l'avons pas. Donc il faut qu'on sorte du moment où la France avait tellement d'argent qu'elle pouvait jouer un rôle très important partout. Alors ça n'empêche pas de donner à des ONG très précisément, bien évidemment. Et d'ailleurs, on pourrait faire des actions communes, parce que là, nous, on fait sida, tuberculose, paludisme. Demain, on pourrait très bien faire... voilà, le RA. On pourrait très bien faire un programme sur le RA, et là, vous pouvez gagner beaucoup. Donc, parce que la chaîne de l'espoir, c'est beaucoup plus connue que beaucoup d'autres organisations non gouvernementales dans le monde. Et je suis prêt à le faire avec vous. L'autre jour, j'étais à une réunion de l'AFD le 3 février, et il y avait restitution d'évaluation d'une vingtaine de projets de l'AFD avec les ONG dans le domaine de la santé. Sur ces 21 projets, il y en avait 12 qui intéressaient le sida, un le palu, les autres tout sauf la santé, enfin dans la conception classique que nous avons de la santé. Donc je crois que si on veut intéresser le contribuable et par-delà le politique à l'aide publique au développement, il ne faut pas focaliser actuellement 90% de l'argent dans le domaine de la santé et de la coopération uniquement sur une maladie. Il y en a d'autres, malheureusement. Oui, alors je voudrais vous dire que ce que vous avez dit n'est pas tout à fait vrai, parce que nous, par exemple, le sida, c'est 45%, et ensuite, il y a 25 et 30% pour tuberculose et palu, respectivement. Deuxièmement, nous sommes en train de passer à l'hépatite C. Nous avons pris la décision, enfin, le Fonds mondial a pris la décision de plus en plus d'élargir aussi. Donc, non, la question... Enfin, vous avez en partie raison, il faut peut-être faire aussi d'autres choses. Bon. Mais le problème, c'est le problème de la communication. Vous avez déjà entendu, vous, le ministre des Affaires étrangères, parler de ce que l'on fait avec qu'on donne 350 millions? Vous avez déjà entendu le président de la République, quel qu'il soit, dire ça? Personne. Personne ne le sait. Ce que vous avez dit, à la limite, presque heureusement, non. Mais je veux dire, les gens ne le savent pas. Parce que au Quai d'Orsay, c'est pas chic la diplomatie sanitaire. Eh bien, ils ont tort. Parce que la diplomatie sanitaire, c'est la différence entre la vie et la mort. Et avec ça, on peut faire beaucoup de choses dans un pays. Et
je pense que c'est dommage. On est, comme l'a très bien dit Eric, on est parmi les... On est des... Quand on dit l'Institut Pasteur, lorsqu'on dit la Croix-Rouge française, lorsqu'on dit voilà, la chaîne de l'espoir, lorsqu'on dit Médecins sans frontières, je veux dire, on est très respecté. Le problème, c'est que personne ne sait que nous donnons tout cela. Donc créons peut-être l'outil qui nous manque, prenons un bon préfet qui va bien nous organiser ça, et prenons non seulement l'argent que nous mettons, mettons aussi l'argent des autres.